Nous sommes sur la Côte d'Azur, à Cannes, dans le quartier de la Boca. Michel est un bijoutier très connu dans la région. Ça va? Un métier qui se transmet de père en fils dans sa famille. Et il y a 13 ans, il a ouvert cette boutique avec son frère jumeau. Et là, on est rentré. Dans son magasin, des montres, des colliers ou des bagues qui peuvent valoir jusqu'à 10 000 euros. Toutes ces vitrines-là, c'est bon, donc l'or, les diamants. Des bijoux de grande valeur qui attirent la convoitise. Les premières années après l'ouverture, son frère et lui ont été victimes de 3 braquages, des événements traumatisants. Mais il y a 5 ans, la dernière attaque a été dramatique. Ce jour-là, c'est son frère jumeau qui est au comptoir. Michel, lui, est dehors, à quelques mètres, lorsqu'il aperçoit un groupe armé. Je les ai vus arriver avec des fusils le long de leur corps. Et là, j'ai compris que c'était pour la bijouterie. Hein. Et je suis arrivé en courant aussi, et il y avait le gars qui m'attendait avec le fusil à pompe qui m'a mis le pétard entre les yeux. Le braquage ne dure que quelques instants. De l'extérieur, Michel entend des cris et des bruits de glace. Les 2-3 autres ressortent du magasin avec le butin. Et moi, je voulais avancer et taper, essayer de faire quelque chose. C'est mon argent. Et là, ils me disent « Arrête, ne bouge pas parce qu'on a déjà descendu ton frère ». Ces mots font l'effet d'un coup de massue pour Michel. À l'intérieur, il retrouve son frère jumeau, inconscient. À ce niveau-là. Et mon frère allongé, avec plus de conscience, une balle de la tête, voilà. C'est un choc terrible, impossible sur le moment de comprendre ce qu'il se passe. Vous dites je vais me réveiller, mais ça dure une nuit avant de comprendre que c'est la réalité. Michel a perdu son frère jumeau, Thierry, assassiné par les braqueurs. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la région. Tous les journaux ont fait leur une sur cette attaque. Michel a mis presque 1 mois à rouvrir la bijouterie. Là, il y a des pierres, là. Depuis, les braqueurs ont été arrêtés, mais ils restent très marqués. Pour ne plus revivre ce cauchemar, Michel a pris une décision radicale. Transformer sa bijouterie en bunker. C'est bien simple. Aujourd'hui, c'est la plus protégée de France. Allez, passez une bonne fin d'année, au revoir. Pour commencer, le bijoutier a bien sûr l'arsenal classique comme son pistolet d'alarme, une arme autorisée pour les commerçants. C'est une arme qui lui envoie du gaz, il n'est pas chargé là. Hein. On met des cartouches, mais il vaut mieux s'équiper en matériel qu'en arme, parce que l'arme, ça devient... Le temps que je la prends et tout, je crois que j'aurais... vu les armes qu'ils ont, je serais déjà mort depuis longtemps. Alors pour éviter un nouveau drame, Michel a employé les grands moyens. Et dès l'entrée, les voleurs sont prévenus. Et la première chose que j'ai fait, on a augmenté les caméras. Aujourd'hui, il y en a 12 dans une boutique de 60 mètres carrés. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, il peut voir tout ce qu'il se passe dans son magasin sur ses écrans de contrôle. Mais Michel peut aussi visionner ces images nuit et jour depuis son téléphone. Alors là, je suis en direct avec l'extérieur du magasin. Toutes ces images sont transmises en direct à un centre de vidéosurveillance. Et chose rare, avec le son pris par des micros placés un peu partout. Ça aide la police à retrouver, savoir l'accent, s'ils ont quelque chose. Et donc, il y a l'image, le son, il y a tout. Et si Michel actionne cette alarme, la police peut alors voir et entendre tout ce qui se passe dans le magasin. Ils prennent la main sur mes caméras et ils suivent tout. Plus incroyable encore, certains bijoux sont également piégés avec des GPS qui permettent de les suivre à la trace en cas de vol. Il y a une quinzaine de puces dans le magasin. Des puces électroniques comme celle-ci. Elles sont minuscules et on peut les cacher dans les bijoux, les montres ou les présentoirs. Mais pas question pour Michel de révéler l'emplacement de ces mouchards. Si on commence à dire comment il ressemble l'article et tout ça, le bijou, le présentoir, où c'est équipé, ça devient un peu amusant. Il vaut mieux que ça soit amusant pour moi quand je les chope. Et toutes les vitres sont désormais blindées. Et j'ai fait des coffres-forts. Des coffres-forts. J'ai essayé. Pour casser ce verre-là, il faut 25 minutes. Vous voyez l'épaisseur du verre que je vous ai montré.
Seulement voilà, si l'on tente tout de même de cogner ces vitrines, Ça décroche. un autre dispositif se met en place. Cet épais brouillard qui remplit le magasin en quelques secondes et aveugle les auteurs des coups. Vous ne me voyez plus. On est à 1 mètre, on se touche là. Mais on se voit plus. Ouais. Voilà. Un moyen si efficace que ce matin-là, il crée un début de panique dans le quartier. Les voisins n'ont pas oublié le dernier braquage sanglant. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas fini. Michel a également investi dans une nouvelle technologie venue d'Angleterre. Les douches d'ADN chimique. Un système placé à des endroits stratégiques dans sa bijouterie. Alors, il y a des buses là. Et une là, parce qu'il faut savoir que les cambrioleurs ne sont pas tout seuls, il y a toujours un qui guette. Donc on en met un à l'extérieur, là. Nous nous sommes procuré la vidéo tournée en Angleterre par l'entreprise à l'origine de ce système. Comme on peut le voir, lors des fractions, ces douches marquent la peau avec des taches invisibles. Elles ne sont décelables qu'avec des lumières ultraviolettes et restent sur la peau pendant 6 mois. Elles contiennent l'ADN du magasin. On peut donc savoir où et quand la personne a été marquée en examinant ses traces. Pour ériger cette forteresse, Michel a dépensé des fortunes. La facture, environ 150 000 €. C'est beaucoup d'argent, mais la vie est difficile, ça va s'empirer. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus faire des économies sur la protection. Le résultat est là. Depuis ces mesures, aucun cambrioleur n'a osé s'attaquer à ces vitrines. Mais difficile d'installer cet arsenal dans tout un hypermarché, par exemple. Alors certaines grandes surfaces choisissent une solution plus économique, mais pas moins efficace. Direction Castelsarrasin, cette petite ville rurale du sud de la France. Il est 8 h du matin. C'est l'heure de l'ouverture dans ce supermarché. Le patron ici, c'est Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. Ça va, Julie? Oui, Ouais. et vous? Ça va, très bien. Tout se passe bien? Oui, très bien. Pas de soucis? Non, ok. Sa journée commence toujours par une tournée des salariés. Les derniers petits réglages? Bon, vous avez tout fini? Ouais. Entre les caissières et les manutentionnaires, ils sont une 60aine. En revanche, aucun vigile, car Jean-Louis a fait un choix. Pour réduire les vols, il compte sur la seule vigilance des employés. Le vigile est là, n'est jamais là au bon moment. Hein. C'est souvent... ouais, il faut être présent en permanence, tourner et avoir les moyens de dissuasion qui ne sont pas obligatoirement la présence d'un vigile derrière les caisses. Des salariés à l'affût. Chaque employé est appelé à une vigilance sans faille. Tous les jours, Jean-Pierre leur demande de prêter attention au contenu des caddies et au comportement suspect. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous pensez toujours la surveillance discrète? Hein, ouais. Pas de problème. Ouais, là, surtout le vendredi, le samedi. Ouais, pas de soucis. Pour mettre les voleurs en échec, Jean-Louis a une méthode infaillible. Une petite collecte quotidienne qui en dit long sur les habitudes des malfrats. Donc, ce sont des produits, des blisters qui ont été retrouvés dans différents endroits du magasin. C'est un stylo. Il a été pris dans un coin du magasin et le blister a été retrouvé à l'opposé, dans le rayon lait, a été jeté. La moisson du jour, 2 stylos, une crème pour les pieds et un produit pour chien. Justement, cet article, qui coûte presque 30 € attire son attention. Et c'est quelque chose donc la responsable du rayon m'a mis important, produit très souvent volé. Mauvais signe pour Jean-Louis. Les voleurs sont en train de dévaliser un nouveau rayon. Est-ce que ça rentre dans des boîtes anti-vol, style DVD ou... Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de les mettre directement dedans, Si. voir comment on peut faire? C'est le 3e article de cette marque dérobée en 2 semaines. Pour le patron, une solution, des antivols. Allez. Une mesure efficace, ils ne peuvent être ouverts que par une caissière. Mais ces vols agacent le propriétaire. Vu le prix, 30 €, les gens, si on sont trop tentés, effectivement, et ça s'ouvre assez facilement,
C'est des produits, voilà, des produits très chers qu'on trouve normalement aussi en pharmacie. Et c'est presque à nous à faire en sorte que ça soit très difficile. Des protections tous azimuts qui finissent par coûter cher aux clients eux-mêmes. Les commerçants les répercutent sur le prix de vente. Résultat, cela coûte 200 € par an sur le caddie de chaque famille. Dans son supermarché sans vigile, Jean-Louis ne quitte pas sa tour de contrôle. D'autant que dernièrement, il a affaire à une nouvelle sorte de voleur qui écume son magasin. Ses clients qui consomment un produit sur place sans le payer à la caisse par la suite. On les appelle les grignoteurs. Il a été retrouvé dans le liquide, au liquide. Rayon liquide. Et justement, la chef des caissières vient d'apporter un nouvel emballage à Jean-Louis. Des beignets consommés sur place. On va pouvoir essayer de rechercher, suivant l'endroit où il a été laissé, on va essayer de retrouver où il a été consommé, qui est la personne et comment elle est passée en caisse. Voilà. La poursuite peut commencer. On recherche rayon par rayon. Jusqu'à ce qu'il retrouve la trace de la cliente indélicate. Voilà notre gentille consommatrice de beignets. Jean-Louis doit encore s'assurer qu'elle n'a pas payé le produit. On va essayer de retrouver le moment où elle se débarrasse du blister. Le patron va suivre tous les faits et gestes de la cliente. Pour l'instant, elle mange les produits. Quand on aime les beignets, on les aime, mais 4 d'un seul coup. Et visiblement, pour cette cliente très gourmande, manger des beignets en toute discrétion, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah, c'est au chocolat ou aux pommes? À l'abricot. Ah, merde, je me suis taché un peu de l'abricot. La cliente s'est tachée, mais c'est pas ce qui l'empêche de continuer à avoir faim. Oh. Effectivement, elle est revenue. Elle s'est encore retachée. Finalement, après toutes ces péripéties... Et voilà, je commence à débarrasser du blister. Du fameux blister à l'abricot. Bon, nous allons aller la retrouver en caisse. En caisse, le propriétaire du supermarché va pouvoir l'identifier, si celle-ci passe une carte de fidélité. Malheureusement, au moment de payer, la dame ne laisse aucune trace. Donc il n'y a pas eu présentation de carte fidélité. Donc vous ne pouvez pas l'identifier? Tout à fait. Le seul moyen que l'on pourrait avoir identifié, c'est retrouver le montant, le chèque qui est déjà parti avec les convoyeurs de fonds. Raté pour cette fois-ci, la cliente n'est pas une habituée. Mais si elle revient, elle sera suivie de près. Une surveillance de tous les instants qui donne des résultats spectaculaires. Dans les bureaux, la femme de Jean-Louis a fait les comptes. Avant la mise en place de la surveillance, on était à plus de 60 € jour. Là, on est à un peu plus de 18 € par jour. C'est quand même une baisse significative. 3 fois moins de vols, mais à quel prix? Jean-Louis s'appuie sur ses salariés. Le problème, c'est que cette collaboration a des limites. En France, 40% des vols en grande surface sont commis par les employés eux-mêmes ou par les livreurs. Il y a aussi du vol en interne par les transporteurs, ce que l'on appelle communément le tombé du camion. Comme dans cette vidéo prise dans un entrepôt d'un grand magasin. L'employé fait du repérage pendant sa livraison, puis quand la voie est libre, se saisit d'un carton et file vers son camion. Justement, chez Jean-Louis, une livraison est en cours. Il décide de la surveiller. Ouais, il est en train de chercher l'interrupteur, mais il est zarbi. Hein. Putain, il va nous le faire à l'envers, une fois passer pour un con. Non, mais en bas des escaliers, il y a l'interrupteur. Il va falloir qu'il le cherche, quand même. Fait qu'il le trouve. Au lieu d'allumer la lumière, le livreur va se promener vers la réserve. Jean-Louis décide d'appeler le responsable. Ah oui, vous avez laissé ouvert le passage à la réserve? D'accord. Le patron est inquiet car le livreur continue de déambuler dans les stocks. Il est parti là-bas, merde. Il peut se passer quelque chose, n'importe quoi, et au moins les caméras pourront prouver la véracité des faits. Heureusement pour Jean-Louis, pas besoin d'en arriver là. Le livreur est finalement rattrapé par le responsable de la réserve. Un vol a peut-être été évité. En tout cas, la surveillance des employés reste une priorité pour le patron. La confiance n'exclut pas
le contrôle. Des milliers d'articles dérobés dans toute la France. Étonnamment, nous avons découvert que tous ces produits ne disparaissaient pas dans la nature. Les voleurs les écoulent sur des marchés clandestins, au cœur même de nos villes. Ces marchés parallèles, il en existe dans toute la France. Nous nous sommes rendus sur l'un d'entre eux en caméra cachée. Nous sommes aux portes de Paris, à 2 pas du périphérique. Ici, dès la sortie du métro, on trouve ces vendeurs. Au sol, tous les articles les plus volés dans les supermarchés, comme les lames de rasoir. C'est combien les 15 € les 12 lames, c'est moitié moins cher qu'en hypermarché. Ils sont neufs? Ils sont neufs? Bien sûr, ils sont neufs. Neufs comme la majorité des produits vendus ici. Des articles de marque, comme des parfums, des chargeurs de téléphone et des piles à des prix défiant toute concurrence. C'est combien les piles? 1 €? Elle fonctionne? Ça marche? Fonctionne, oui. Si, comme 2021. 2021, d'accord. Mais quand on leur demande d'où viennent les produits, les choses se compliquent. Elles sortent d'où? Vous les avez achetées? Je veux pas. Non, mais... Moi, c'est vendeur, mon ami. D'accord, ok. Moi, achète et vendez. D'accord. Moi, achète pas ici. D'autres sont moins nerveux, mais inventent carrément une origine du produit. Cette vendeuse, par exemple, propose une dizaine de parfums différents. Tous portent la même étiquette, qui indique un prix en duty-free, 110 €. Oui, j'ai acheté à l'aéroport. Le 110, c'est cher. Et vous le vendez combien, ça? 50? Vous l'avez acheté 110 et vous le revendez 50? Un passant se mêle à la conversation. Mais ils sont tous au même prix, c'est pas possible, c'est impossible. Non, c'est impossible. Vous pensez que c'est pas bon? Hein? Vous pensez que c'est pas... Ah non, ça tient pas la route. Non, mais c'est pas ça, parce que... Oui, madame. Mais non, c'est pas le même prix dans tous les parfums. C'est impossible, ils ont pris les mêmes prix, ils les ont collés. Un peu plus loin, nous retrouvons d'autres vendeurs avec un carton à moitié plein de tablettes informatiques. Wi-Fi, Internet, haute définition, Google et le clavier tactile important. J'en ai plus, tu vois. Voilà, il en reste 3. Prix de vente de ces tablettes en magasin, 180 €. Tu veux que je te dise le dernier prix? Ouais. 35 à 30 €. Et c'est pas tombé du camion, alors? Ah non. Non. C'est des tablettes ordinateurs. C'est tombé du 3e étage, mais pas du camion. On était en dessous des meubles, t'as vu? 30 € dernier. À 30 balles. Ça te va, 30 €? Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas de garantie, à 30 balles. Hein, ça, c'est jusqu'au feu rouge. Mais ici, on ne vend pas que des produits de beauté ou du matériel électronique. On trouve aussi de la nourriture, toujours dans l'emballage, pour quelques centimes. Combien? Des pâtes de marque à moitié prix, mais aussi des produits périmés, comme ce paquet de thé expiré depuis presque 1 an. Et là, il est plus bon. 2018. Fini. C'est fini, ça, hein? Un peu plus loin, un autre vendeur propose des mayonnaises, encore dans leur carton de livraison. C'est combien, la mayonnaise? 50 centimes. Fin février. Ah, c'est ça que j'allais demander, elle est pas périmée? Non, elle est là, fin février. Encore 7 semaines. C'est tombé du camion, ça? Demain, ou moi je vais ramasser encore. Ah, 50 centimes, c'est pas cher. non, c'est pas cher. Moi, 1 € les 3. Les 3 derniers kilos. Ces vendeurs à la sauvette agissent en toute illégalité. Alors les forces de l'ordre font souvent irruption pour stopper ces activités. Oui, c'est bien. Ah. Qu'est-ce qui y passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. La police vient de débarquer. Pour y échapper, la plupart des marchands fuient par le métro. Quelques secondes plus tard, le trottoir grouillant de vendeurs il y a quelques instants est vide. Plus personne. La plupart du temps, la police repart après quelques minutes et les étals réapparaissent. Mais aujourd'hui, une patrouille va stationner pour empêcher leur retour.
C'est le folklore local depuis 40 ans ici, monsieur. D'accord. On voit même des images en noir et blanc de Lina sur YouTube. Ils étaient déjà là. Mais ce qu'ils vendent, c'est quoi? C'est volé? Alors ceux qui vendent de la bouffe, oui, c'est des trucs qui sont piqués en général dans les magasins poulet. Ceux qui vendent des clopes, ils sont en général de... Oui, ça ils sont... Ouais, là-bas. Vous avez les Johanto, là, qui ont toujours 2 paires de chaussures à vendre, 30 fois rien. Puis éventuellement, oui, au milieu, vous avez quelques machins qu'on essaie de refourguer sous le manteau qui sont plus ou moins tombés d'un camion. D'accord. Et quand vous arrivez... Oui, d'un seul coup, il décide d'aller ailleurs. C'est le jeu. Un business clandestin qui a encore de beaux jours devant lui. Chaque seconde en France, 150 € de produits disparaissent, volés dans les rayons de nos supermarchés.